L'IA va-t-elle transformer l'école et l'enseignement supérieur? Une révolution semble en tout cas enclenchée. On a besoin d'apprendre en faisant, et si la machine fait pour vous, je ne sais pas ce que va devenir l'éducation. On ne peut pas ne pas considérer l'influence, l'impact de l'arrivée de ce type d'outils pour enseigner et pour apprendre. Non, c'est pas une tricherie, mais par contre, il est absolument nécessaire de leur apprendre à s'en servir. Que ce soit à l'université, dans les hautes écoles ou même dans l'enseignement secondaire et primaire, on a remarqué ces dernières années que le niveau rédactionnel des élèves s'était soudainement nettement amélioré. Comme par magie, les dissertations, mémoires et autres travaux étaient devenus parfaitement structurés, avec une orthographe irréprochable et zéro faute de frappe. Et oui, même dans l'enseignement, l'intelligence artificielle générative est venue bousculer non seulement la façon d'enseigner, mais aussi d'apprendre. Mais au fond, avoir recours à ChatGPT à l'école, est-ce que c'est tricher ? C'est la question qu'on a eu envie d'explorer lors d'une soirée débat du Digital Lab et qu'on va vous résumer dans cet épisode d'Écho numérique. De quoi alimenter quelques échanges passionnés en salle des profs en cette période de rentrée scolaire. Moi, c'est Roxane, la petite voix du Digital Lab. Le Digital Lab, c'est un lieu d'échange et de rencontre pour tous les acteurs de l'écosystème numérique wallon ancré au sein de HEC Liège, l'école d'économie et de gestion de l'Université de Liège. Après chacune de nos soirées débats, je me glisserai dans vos écouteurs pour vous faire revivre les meilleurs moments de ces rencontres et en bonus, vous donner des outils et des pistes de réflexion face à la digitalisation, que ce soit dans votre entreprise, dans votre équipe ou tout simplement dans votre vie privée. Pour approfondir la question de l'IA dans l'enseignement, nous avons fait appel à deux spécialistes passionnés par le sujet. Tout d'abord, Bruno Delièvre. En plus d'être professeur à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Mons, Bruno y dirige aussi le service ingénierie pédagogique et du numérique éducatif. Ensuite, Louis de Diesbach. Passionné par la philosophie et la technologie, Louis est l'auteur de Bonjour ChatGPT, publié chez Mardaga en 2024. Enfin, difficile de parler d'IA aux études sans avoir un digne représentant de la communauté étudiante autour de la table. Et ça tombe bien, des étudiants à HEC Liège, on en croise quelques-uns. C'est Thibaut Lefebvre, en 2e année de master, qui a répondu à notre appel et est venu compléter le panel, modéré comme à l'accoutumée par Nicolas, le directeur du Digital Lab. C'est d'ailleurs avec Thibaut que l'on ouvre le bal. En l'écoutant décrire ce que l'IA générative représente pour lui et d'autres étudiants et étudiantes, on comprend rapidement qu'il s'agit d'une présence déjà forte, solidement ancrée, et qui dépasse largement le cadre des études pour s'imposer comme une nouvelle réalité, bien loin d'un simple effet de mode. Le changement, c'est une grande tentation et alors un recours qui est très fréquent, en tout cas de la part des autres étudiants que je connais. Ça arrive extrêmement souvent que on se pose une question, on se dit on va demander à chat. C'est devenu vraiment une phrase que l'on entend tous les jours, que ce soit pour organiser même des jeux entre amis. On va poser des questions à chat, qu'est-ce qu'on peut organiser pour une soirée entre amis, mais aussi pour rédiger un texte universitaire, pour rédiger un email, pour toutes sortes d'occupations de ce type, la traduire aussi beaucoup. Aider à la rédaction et à la traduction de textes est en effet un usage qui vient facilement à l'esprit. Mais ça ne s'arrête pas là. L'IA permet aussi d'innover dans les techniques d'apprentissage. Un rapport publié en avril 2025 par la renommée Harvard Business Review indique qu'en l'espace d'1 an, l'amélioration de l'étude est passée de la 8e à la 4e position dans le top 10 des cas d'usage de l'IA générative. Dans de plus en plus de plateformes aussi d'apprentissage, l'IA est intégrée. Je pense par exemple à Quizlet, qui est très connu pour, par exemple, les fiches de vocabulaire, qui intègre de plus en plus des outils d'IA aussi pour créer de nouvelles questions à partir des listes de mots qu'on aurait encodées ou faire des suggestions algorithmiques, etc. Donc c'est vrai que de plus en plus, même pour l'apprentissage, mémoriel de tous les jours, c'est utilisé, oui. Une manière que j'utilise avec mes étudiants, c'est je leur dis, mais allez interroger ChatGPT sur telle question que je vous pose. Et puis critiquez-la et donnez-moi votre avis sur ce que ChatGPT vous a répondu. Et là, on a une vision critique qui leur permet de mettre en perspective ce qu'ils auraient utilisé sans le dire. Et donc on fait autre chose. Et donc on discute à partir de ça. On retrouve ici Bruno, notre spécialiste de l'intégration du numérique en éducation à l'UMONS. Dans l'exemple qu'il donne, on voit que l'objectif est de faire réfléchir à ce qui est produit par l'algorithme, de prendre du recul et d'aiguiser son esprit critique. Mais attention, ce type de procédé peut s'avérer de plus en plus difficile à mettre en place au fur et à mesure que les outils d'IA se perfectionnent. J'ai pu assister à un cours cette année qui nous demandait de faire une présentation orale en partant de la réponse de l'IA et d'effectuer un travail critique et de recherche dessus. Et alors il se fait que ce professeur-là n'est pas sûr de continuer sur ce modèle-là l'année prochaine parce qu'il nous dit que
En fait, l'année passée, les réponses étaient tellement caricaturales que ça permettait à la fois d'éveiller au danger de se référer uniquement à l'intelligence artificielle, mais aussi de susciter presque par réaction un travail de recherche plus approfondi, mais qu'en fait, cette année, les réponses étaient beaucoup plus convaincantes et que donc les étudiants s'en écartaient beaucoup moins. Après, comme nous le rappelle Bruno, il est possible de dépasser le simple cas d'usage de la génération de textes suivi d'une analyse critique pour aller vers une pratique plus réflexive et le développement de nouveaux principes pédagogiques efficaces. On peut construire des agents intelligents qui aident l'étudiant à raisonner sur son cours. Et donc là, il ne fait pas que générer un texte. Non, il génère des questions pour que l'étudiant s'interroge sur le cours, lui pose des questions sur ce qu'il n'a pas compris. Et donc, évidemment, l'enseignant doit être formé et au courant que ça peut se faire. Alors, évidemment que la relation humaine et que le cours de l'enseignant aura tout autant son importance. Mais si les outils peuvent aider à mettre en œuvre des principes pédagogiques efficaces, je crois qu'ils sont les bienvenus. Parce que ça, c'est une fonction que l'enseignant peut supporter dans le sens où il peut la soutenir, il peut la développer, et c'est un outil pédagogique. Bon, là, on n'est plus dans les premiers nœuds de ceinture, mais déjà dans la maîtrise des techniques avancées, car construire des agents intelligents spécifiques à son cours n'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, vous avez certainement noté que Bruno insiste sur le fait que l'enseignant ou l'enseignante doit être sensibilisé et formé, sans quoi c'est peine perdue. Les étudiants et nous, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que les IA, elles sont là, elles vont être de plus en plus présentes, et d'une manière ou d'une autre, il faut apprendre à les domestiquer. Et les domestiquer, ça veut dire qu'il faut être formé, il faut former. Et donc, les étudiants, demain, aujourd'hui en fait, ils devraient être formés aux usages qui sont des usages qui permettent d'atteindre les objectifs. C'est-à-dire, évidemment, l'université propose des objectifs d'apprentissage. Comment ces outils-là sont-ils au service des objectifs d'apprentissage ? Et bien sûr, c'est pas pour brader la formation, parce que sinon, on sait bien qu'un texte peut être généré, mais de quelle manière est-ce qu'on va contrôler que ce texte, il est compris par l'étudiant qui l'a écrit ? Et c'est ça qui va nous intéresser comme enseignants. Ne pas former ces étudiants, pour moi, c'est une faute morale de l'université. Ça, c'est Louis. En tant qu'éthicien des technologies, il signe régulièrement des chroniques pour l'Écho et la Libre Belgique sur des sujets d'actualité mêlant numérique et enjeux éthiques et sociétaux. C'est une des fonctions de l'université, en tout cas dans ma perspective, non pas de former des travailleurs et travailleuses de demain, ça c'est un bonus, mais de former des citoyens et citoyennes du monde de demain. Et donc notamment, ça veut dire d'avoir un avis, d'avoir une perspective, d'avoir un recul sur des technologies qui vont évidemment faire le quotidien de chacune et chacun. Et il y a, aujourd'hui en tout cas, c'est le cas. À l'ère de l'IA généralisée, le défi se résume donc en 2 mots. Esprit critique. Louis va même plus loin, plaidant pour que cette compétence soit cultivée dès les premières années de scolarité, bien avant l'entrée dans l'enseignement supérieur. Luc de Brabander, dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, travaille, lui, à l'introduction d'un cours d'esprit critique et de logique dès le primaire. Et moi, je suis tout à fait aligné avec ces réflexions-là. Je pense que si jamais, en fait, on l'intègre dans un cours de français, un cours de maths, un cours d'histoire, on risque, en fait, il y a toujours tellement de choses qu'on demande aux enseignants et aux enseignantes, et parfois tout à fait à juste titre, qu'en fait, on leur en demande trop, ce soit du coup noyé dans une sorte de brouhaha d'autres choses. Donc faisons un cours qui soit uniquement dédié à ça, avec potentiellement un chapitre lié à l'intelligence artificielle. Je ne pense pas qu'il faille que tout le monde sache coder ou que tout le monde, etc. Ça, c'est pas forcément nécessaire. En revanche, que tout le monde soit conscient et consciente des impacts et des enjeux de l'IA, moi, je trouve ça absolument critique. En plus de renforcer les compétences numériques et l'esprit critique, la formation est aussi une façon de lutter contre certaines inégalités. Des inégalités qui apparaissent déjà dans le recours aux IA génératives par les jeunes générations. D'abord, il faut former, parce que former, ça sera rendre un accès à tous, d'abord, et donc ça sera procurer un accès équitable au plus grand nombre. Parce que si certains sont formés, si d'autres ne sont pas formés, en fait, ceux qui sont formés, ils vont l'utiliser d'une manière qu'ils vont pouvoir peut-être détourner, peut-être adapter, et les autres, ils font quoi là-dedans ? Et donc, la responsabilité de l'enseignement, c'est de les former. Et donc oui, je crois, de façon large, il faut le faire. Et après, en fonction des objectifs, on l'utilise d'une manière ou pas du tout à certains endroits, parce qu'évidemment, il y a des endroits où ça ne s'utilise pas. C'est en effet une réalité qu'il ne faut pas sous-estimer. Si certains élèves ou étudiants utilisent fréquemment l'IA, d'autres préfèrent s'en passer, que ce soit par choix, par manque de curiosité ou de compétences. Pour qualifier cette situation, Bruno n'hésite pas à parler de fracture numérique.
Enfin, la fracture numérique, elle est là. Et aujourd'hui, avec le niveau de formation qu'on propose à nos étudiants par rapport à l'IA générative, elle va s'accentuer, c'est clair. Parce que ces inégalités, elles sont structurelles quelque part. Et il faut, au niveau de l'enseignement, pouvoir les combattre. Mais c'est clair que les étudiants qui utilisent des IA génératives gratuites par rapport à ceux qui utilisent des IA génératives payantes, on voit bien où est la différence entre les statuts sociaux et économiques. Et puis il y a la culture d'usage de tout cela dans les familles, comment on est éduqué à ça. Et donc oui, bien sûr, cette fracture, elle ne fera que s'accentuer si les choses restent en l'état. Mais alors, comment faire pour éviter le statu quo et empêcher l'écart de se creuser ? Pour Bruno, c'est pas en payant des abonnements à l'IA à tous les étudiants qu'on y arrivera. C'est plutôt en formant d'abord les profs. L'idée est simple. Si tous les profs maîtrisent l'outil numérique et l'IA en particulier, tous les élèves en bénéficieront, sans exception. En tout cas, ce que je pense qui est fondamental dans l'avenir le plus proche possible, ce sera de former les enseignants. Mais aujourd'hui, il existe un référentiel des compétences numériques pour les enfants de 3 à 15 ans. Il n'y a pas de référentiel des compétences numériques pour les enseignants. Est-ce qu'un jour, il y aura quelque chose qui sera écrit sur ce que les enseignants doivent maîtriser pour former les enfants ? Bien sûr, les enseignants se forment eux-mêmes, et un certain nombre sont formés par toute une série d'initiatives qui sont mises en œuvre et qui sont très performantes. Mais tous ne le sont pas. Et donc là, on est de nouveau avec une source d'inéquité fondamentale qui est que tout le monde n'est pas mis sur le même pied. Et donc tous les élèves ne bénéficient pas des mêmes chances puisque tous les enseignants ne sont pas formés de la même manière. On l'aura compris, la formation, qu'elle concerne les enseignants ou les étudiants, est une condition indispensable à un usage intelligent et équitable de l'IA. Mais ça veut dire quoi exactement, usage intelligent dans le contexte éducatif ? Pour lui, ça passe par la revalorisation de l'échange humain, en présentiel, dans la relation. Et aussi par la vigilance, ne pas laisser le numérique s'infiltrer partout, en permanence. Tout ce qui a voulu digitaliser énormément, il y a pas mal d'endroits qui sont revenus en arrière. On parle d'ailleurs de plus en plus d'un droit à la déconnexion des élèves, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés d'être tout le temps sur un écran, etc. Et je crois qu'on va effectivement aller vers plus de choses comme ça, ce qui nous permettra, à mon sens, d'avoir un meilleur équilibre, un meilleur juste milieu, au sens vraiment très aristotélicien de la chose, de non, on n'est pas dans des cavernes à la mode Amish, on n'a aucune idée de ce qu'est Internet, et non, on n'est pas des cyborgs tout connectés, on essaye d'avoir une sorte de méthode de co-individuation avec la machine, de bien savoir quand est-ce qu'on l'utilise, mais quand est-ce qu'on est aussi capable de dire « maintenant, je ne l'utilise pas et je sais pourquoi ». Enfin, c'est un usage éclairé, c'est-à-dire c'est quand est-ce qu'on l'utilise de façon pertinente, adéquate, intéressante, quand est-ce qu'on se déconnecte, parce qu'il y a aussi des vertus à la déconnexion, il y a des vertus à ne pas utiliser l'IA, et donc je crois que tout ça, en fait, développe des compétences qui sont complémentaires, et donc il y a des moments où il faut sans doute l'utiliser, parce que je crois que, comme je l'ai dit tout au début, on n'aura pas le choix, mais en même temps, il y a des moments où effectivement, on n'a pas non plus la nécessité de devoir l'utiliser, et donc il faut s'en passer. Au-delà de l'usage intelligent, c'est donc aussi un usage raisonné qu'il faut promouvoir. Ne fût-ce que pour des raisons environnementales, car l'IA a un impact carbone non négligeable. Mais on ne va pas ouvrir cette porte-là maintenant. Si ça vous intéresse, je vous propose plutôt d'écouter l'épisode 6, intitulé « Transition numérique et durable, concilier l'inconciliable ». Tiens, au fait, vous avez remarqué qu'on n'a toujours pas répondu à la question de cet épisode. Est-ce qu'utiliser l'IA générative, c'est tricher ? On n'a pas attendu l'IA, générative ou non, pour que les gens, je ne vais pas juste parler des étudiants, trichent. Enfin, je veux dire, c'est pas neuf, la triche. Il y a des philosophes qui ont plus de 2000 ans qui parlent déjà de la triche. Donc je pense qu'il faut parfois aussi dire, est-ce que les étudiants vont tricher avec l'IA ? Oui. Pas tous de la même façon, etc. Mais oui, soit de passant, est-ce que les étudiants ont triché avant l'IA ? Oui aussi. D'ailleurs, des étudiants qui ont triché avec l'IA, Nicolas semble en avoir rencontré récemment. Et quelque chose me dit qu'il est loin d'être le seul dans le cas. Oui, parce que quand il n'est pas en train de modérer des débats, Nicolas est aussi professeur de stratégie à HEC Liège. Par exemple, j'ai été confronté lors de cette session à un mémoire quasi entièrement rédigé avec de l'IA générative. Est-ce que, selon vous, c'est punissable au même titre ? Est-ce que c'est de la triche ? Est-ce que c'est une forme de plagiat 2.0 non tracé ? Il y a un continuum d'usage de l'IA par rapport à quelle est la part de l'humain, quelle est la part de l'IA. Et dans ce continuum, qu'est-ce que l'étudiant a réalisé ? C'est une première chose. La deuxième, pour moi, c'est l'essentiel, c'est s'il nous propose un mémoire, c'est qu'est-ce qu'il peut nous dire de son mémoire ? Il y a un adage en droit, je ne sais pas s'il y a des juristes parmi nous, qui dit nullum crimen sine lege. Il n'y a pas de crime s'il n'y a pas de loi. J'ai entendu qu'il y avait une charte, effectivement, à HEC. Je ne sais pas, est-ce que les règles d'HEC disent « vous n'utilisez pas l'IA générative pour écrire votre mémoire »
S'il y a une règle comme ça et que l'étudiant l'a utilisée, c'est pas très compliqué. Vous avez fait quelque chose, vous n'avez pas le droit, vous êtes puni. Bon, ça c'est... Non, ils ont le droit de l'utiliser. Donc, à partir du moment où ils ont le droit, pour moi, la question qu'il faut se poser, j'ai l'impression que dans un mémoire, on va chercher une analyse critique de certaines sources, une structure d'une réflexion, etc. Moi, ce que je trouverais intéressant, si on se rend compte que le mémoire est complètement écrit par l'IA générative, c'est d'aller demander à l'étudiant les logs. C'est quoi les prompts? S'il a prompté, je dois torcher un mémoire de 80 pages, voilà le sujet, merci beaucoup. Oui, on peut mettre un 0 pointé et de toute façon revoir toute la scolarité de cette personne-là pour lui dire mais qu'est-ce que vous foutez en Master 2? En revanche, si on peut voir dans les logs qu'il y a une réflexion, pourquoi pas? Aïe, un 0 pointé, ça fait mal. Duralex, c'est de l'ex, ce qui signifie bien entendu, la loi est dure, mais c'est la loi. Voilà qui nous amène tout naturellement à la question de la cotation par les enseignants. Pourrait-on imaginer avoir recours à l'IA plutôt qu'au célèbre bic rouge pour corriger un travail, un examen ou un mémoire? Pour Bruno, en tout cas, la réponse est oui, tant que la responsabilité finale est portée par l'enseignant. Est-ce qu'on va utiliser une IA pour analyser un travail d'étudiant? Ça dépend peut-être pourquoi faire, avec évidemment beaucoup de prudence. Mais si ça vous permet d'aller chercher dans un texte des mots-clés, comme se feront certains logiciels qu'on a utilisés pendant le Covid, parce que vous avez des copies en nombre gigantesque, et que cette IA vous permet de mettre l'accent sur certaines forces ou certaines faiblesses des étudiants, ça peut servir à alimenter la réflexion de l'enseignant pour attribuer sa note. C'est un des éléments qui pourrait l'aider. Après, il y a des tests qui ont été faits, et on a remarqué par exemple que une IA qui évalue 2 fois la même copie ne l'évalue pas nécessairement de la même manière. Ou 2 IA différentes qui évaluent la même copie n'évaluent pas nécessairement de la même manière. Mais est-ce que 2 êtres humains évaluent 2 copies de la même manière? Est-ce que un être humain évalue au fil du temps de la même manière des copies d'étudiants? Donc, ramenons ça aussi à ce que nous faisons nous et à l'acceptation de notre faiblesse humaine, parce que je crois que ça fait partie sans doute de la réflexion. Contrairement à un logiciel d'analyse de texte aux paramètres clairement prédéterminés, une IA générative aura donc une latitude plus grande et offrira un résultat d'évaluation plus aléatoire. Ça pourrait avoir tendance à être interprété comme de la subjectivité, un trait particulièrement propre à l'être humain, alors que l'IA reste une machine qui fait des calculs et ne comprend pas la véritable nature de ce que vous lui soumettez. Moi, j'ai pas forcément de problème à ce que l'IA corrige des travaux, tant qu'effectivement la responsabilité reste à la personne qui utilise l'IA. L'IA, par définition, n'a pas de responsabilité. Si jamais le café est mauvais, c'est pas la faute de votre machine à café. Et il y a toutes les questions qu'on va avoir sur comment est-ce qu'on va construire l'IA. Si cette IA a été entraînée sur, est-ce que c'est sur d'autres travaux, mais comment est-ce que ces travaux ont été choisis? On pourrait imaginer que, par exemple, on entraîne des copies de travaux d'ingénieurs sur des anciennes copies. Ça paraît pas complètement absurde. Et donc voilà, telle copie a obtenu telle note, telle copie a obtenu telle note. On le sait aujourd'hui dans les études d'ingénieurs, et encore plus dans les études d'informatique, la proportion homme-femme n'est pas exactement 50-50. On pourrait imaginer qu'il y ait plus de garçons qui 18, simplement parce qu'il y a juste plus de mecs. Et donc la machine se dirait, ah, je reçois une copie, c'est une femme, ah donc bon, déjà, elle va pas partir sur 20, elle va partir sur 18, puisque bon, c'est une fille, etc. C'est des choses qu'on a déjà vues dans l'univers de la tech, c'est pas du tout exclu, très très loin de là. Donc il va falloir faire extrêmement attention à comment sont construits ces outils. Ce dont nous parle Louis, avec un exemple à la clé, c'est ce que l'on appelle les biais algorithmiques. Il s'agit de tendances ou de préférences involontaires que la machine reproduit dans ses réponses, souvent parce qu'elle a été entraînée sur des données qui reflètent des stéréotypes, des inégalités ou des visions partielles du monde. En clair, l'IA peut hériter des préjugés présents au départ dans ce qui lui a été soumis comme matériau d'entraînement, et même les amplifier. Et voilà, l'épisode est presque terminé. Mais avant de refermer les cartables, rien de tel qu'une petite interro surprise. Vous êtes prêts? Première question. On a parlé de l'étude sur les cas d'usage de l'IA générative. L'amélioration de l'étude avait grimpé à la 4e position dans le top 10. Mais savez-vous quel usage se classe en première position? S. Réponse A. Aider à générer du code informatique. Réponse B. Aider au brainstorming et à la génération d'idées. Réponse C. Solliciter une aide psychologique et tenir compagnie. Réponse C. Selon cette étude très sérieuse, les gens utilisent surtout l'IA pour se sentir accompagnés ou comme substitut à un suivi psychologique. Deuxième question. Comment s'appelle la formation de l'EduLab de Technofutur qui forme les équipes éducatives aux enjeux et à l'utilisation de l'IA? Réponse A. Parcours référent IA. Réponse B. Prof IA. Réponse C. Classe IA. Réponse A. Lancée durant l'été 2024, la formation, qui connaît un vif succès, propose 10 modules répartis sur des cycles de 4 mois et organisés dans toute la Wallonie.
Et si ça vous intéresse, elle est gratuite pour les enseignants de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les directions, les personnes ressources et référents numériques. Troisième question. Au tout début de cet épisode, Thibaut a mentionné un outil d'apprentissage en ligne. Mais comment s'appelle-t-il ? Réponse A, WooClap. Réponse B, Quizlet. Réponse C, Quillbot. Réponse B. Quizlet permet de créer, de partager et d'utiliser des flashcards ou cartes de révision, des quiz et d'autres activités interactives pour mémoriser des notions. Avant que la sonnerie ne retentisse, prenons le temps de relever les points les plus importants de cet épisode. L'IA générative, en plus de l'aide à la rédaction et à la traduction, ouvre la voie à de nouvelles approches pédagogiques, en stimulant la réflexion critique sur ses productions et en soutenant des méthodes d'apprentissage efficaces. Par contre, son intégration dans l'enseignement nécessite une formation solide des enseignants comme des étudiants. L'objectif ? Renforcer les compétences numériques, développer l'esprit critique et réduire les inégalités d'accès et d'usage. En matière d'usage, on a parlé d'usage intelligent. En fait, c'est simplement savoir quand l'utiliser de manière pertinente et quand s'en passer, parce que la déconnexion aussi, parfois, ça peut faire du bien. Et puis il y a la triche. Si elle existe depuis toujours, l'IA introduit des défis particuliers sur ce plan, comme pour l'évaluation. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces résultats peuvent varier et être perçus comme subjectifs malgré leur origine algorithmique. L'IA peut contribuer à la correction des travaux, à condition que la responsabilité reste entre les mains de l'utilisateur, car elle-même, en tant qu'outil au service de l'enseignant, n'en porte aucune. Si vous aimez notre podcast et voulez en savoir plus ou participer à nos prochaines soirées débats en direct, allez faire un tour sur notre site www.digitallab.be. Vous écoutiez Éco-numérique, le podcast du Digital Lab qui explore les enjeux numériques avec des experts pour vous aider à mieux comprendre la transformation digitale. Une initiative soutenue par la Wallonie dans le cadre de la stratégie Digital Wallonia.